Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de GIEC27, votre émission magazine d'écologie sur les ondes de Radio Campus. On va parler aujourd'hui de la sobriété énergétique. La sobriété énergétique présente aussi un revirement presque philosophique. La bonne image renvoyée par un pays, dans le cas où celui-ci adopterait une politique de sobriété, ça serait une image ça serait pas forcément une image de chiffre de croissance, de compétitivité, etc., mais plus d'un engagement autour de nouvelles manières de mieux produire et de moins produire. C'est-à-dire que c'est mieux vu de moins produire que de produire. C'est quand même un revirement par rapport à ce qu'on a connu. Alors, d'un point de vue philosophique, le fait que ça soit mieux vu ou moins bien vu, c'est finalement peu important. Ce qui compte, ce serait ce qui est plus en phase avec la réalité de l'homme ou pas. C'est-à-dire ce qui fait violence à l'homme ou ce qui, au contraire, ne fait pas violence à sa nature. Et si on revient à la notion même de sobriété, on a peut-être une indication relativement à votre question, c'est que donc le sens vraiment courant de la sobriété, c'est une limitation dans la consommation de boissons et d'aliments. Non, mais si on reste au sens premier, c'est ça. Être sobre, c'est limiter sa consommation de boissons et d'aliments. Donc, même arrêter. Ah non, pas arrêter, limiter. Parce que justement, la sobriété est une limitation du désir et non pas une suppression de l'objet du désir. Celui qui est sobre, par exemple, si on applique ça au domaine de la consommation d'alcool, parce que dans le vocabulaire courant, être sobre, c'est ne pas être ivre. Et donc, si on applique la sobriété précisément au domaine de la consommation d'alcool, celui qui est sobre ne fait pas preuve d'abstinence. Il peut, c'est une manière d'être sobre, mais on peut être sobre n'en étant pas abstinent, mais en consommant moins. Et c'est là que la question devient morale et politique, en réalité. Qu'est-ce qui fait que, spontanément, nous reconnaissons celui qui est sobre comme étant plus juste que celui qui ne l'est pas? Il y a une valeur morale dans la sobriété. Socrate, dit-on, ne reculait pas devant la boisson. Mais Platon nous dit que jamais il n'était saoul, ou jamais il ne paraissait saoul. Autrement dit, qu'est-ce qui est condamnable dans l'alcool? C'est pas l'alcool, c'est l'ivresse. Et ce qui, dans l'ivresse, est problématique, c'est la perte de la maîtrise de soi. Donc ce qui est condamnable dans notre société pas sobre, c'est la pollution, mais c'est pas notre société pas sobre. C'est ce que... Alors ce qui serait condamnable, c'est le fait de la perte d'une maîtrise. Celui qui est ivre n'est plus le maître de lui-même. D'une certaine manière, il plonge dans la nature. Il perd son humanité. Donc il n'est pas vertueux de se laisser aller à l'abus d'alcool. Bon, de la même manière, si on étend ça au-delà de la question de la consommation d'alcool, il y aurait, par exemple, dans la consommation, au-delà de toute mesure de l'énergie, quelque chose qui s'apparenterait à une forme d'ivresse. Et est-ce qu'il n'y a pas dans la société de consommation qui détruit en permanence, puisque consommer, c'est consumer, c'est détruire, est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'ivresse ? C'est-à-dire une manière de perdre pied avec sa nature. Et sa nature, c'est précisément celle d'un être qui n'est pas un dieu, qui vit dans une nature, qui vit dans un environnement, et qui doit y trouver sa place. Donc la sobriété appliquée au domaine politique, en l'occurrence là, ce serait une manière d'organiser les choses afin que l'homme puisse vivre en harmonie avec la nature, ce qui est une manière pour lui de se rappeler qu'il est un être humain, qu'il n'est pas un dieu. Mais il me semble que la philosophie ne porte pas simplement sur des valeurs, alors que les sciences sociales, elles, expliqueraient la réalité des choses. D'ailleurs, lorsque ces sciences sociales parlent de l'homme, elles introduisent des valeurs. Quand on dit, par exemple, que la surconsommation, c'est nuisible, ou quand on dit qu'il y a trop de consommation et que ça détruit l'environnement, que ça met en question de l'homme, on a une valeur. Et la valeur, là, pour le coup, elle est partagée avec le philosophe. C'est que le cœur de la réflexion, c'est l'homme. Donc, c'est pas la peine de tourner autour du pot. La question de la limitation de notre consommation renvoie à une conception de l'homme. Alors, je vais vous donner un exemple. La loi, c'est fait pour contraindre. Donc, après tout, pourquoi ne pas passer par la loi pour contraindre les individus, à condition qu'ils soient suffisamment en phase pour que ça ne devienne pas violent? Oui, mais alors, la question qui se pose, c'est bien celle de la légitimité, c'est-à-dire celle de la source de la légitimité. Et alors, la légitimité, c'est quoi? C'est le nombre, c'est la quantité, c'est la justice, c'est le respect de la nature humaine. Alors je vais prendre un exemple simplement d'une thèse qui nous parle de frugalité ou de sobriété et qui en tire une conséquence radicale. Lorsque Marx dit « à chacun selon ses besoins », il s'éloigne d'une conception de la société juste qui dirait « à chacun selon sa nature ». Il y en a qui sont faits pour gouverner, d'autres pour être gouvernés. Il s'éloigne aussi d'une conception de la société, disons, démocratique, libérale, qui dit « à chacun selon son mérite ». Si tu as bien travaillé, à ce moment-là, c'est légitime que tu aies plus. Lorsqu'il dit à chacun selon ses besoins, il propose donc une théorie révolutionnaire qui n'est pas très éloignée de la question de la sobriété. Pourquoi ? Parce que dans une perspective marxiste, les besoins eux-mêmes sont déterminés par la base économique de la société.
C'est-à-dire que c'est la structure économique qui détermine nos besoins, qui à leur tour engendre un maintien de ce mode de production. Donc Marx, lui, il en tire une conséquence, c'est qu'il faut changer la société. Il ne s'agit pas d'agir sur les besoins, il faut agir sur la société, la transformer tellement profondément que les besoins s'en trouvant affectés, chacun aura selon ses besoins, mais ça ne veut pas dire que tout le monde aura les mêmes besoins et que tout le monde aura les besoins qu'il a aujourd'hui. Seulement le problème, c'est une thèse, mais le problème c'est que, ça on voit bien, c'est une conséquence politique qui aboutit à une théorie révolutionnaire qui laisse de côté l'exigence démocratique, d'une manière ou d'une autre. Donc si on réintroduit l'idée démocratique et la légitimité d'une décroissance ou d'une frugalité ou d'une sobriété fondée sur la démocratie, ça suppose de réfléchir à ça, et donc de réfléchir à l'homme. Raison pour laquelle je disais tout à l'heure que la sobriété, c'est engager un mode de rapport à soi et au monde qui touche à la question de la justice. Et quand je prenais la figure de Socrate, je prenais pas la figure de quelqu'un qui est mort et qui tue comme ça. Non, c'est la figure d'un être humain qui ne perd pas le contrôle de son être. Et c'est peut-être ça qui définit l'homme. Est-ce qu'on serait réellement moins libre dans une société plus sobre, Jean-Marie Frey ? Alors là, tout dépend de ce qu'on va appeler liberté. Ah oui. Si par liberté on entend la licence, c'est-à-dire l'absence totale de règles, de contraintes, d'obligations, effectivement, la limitation de la consommation peut apparaître comme un manque de liberté ou une restriction à l'égard des libertés. Mais si la liberté, c'est la maîtrise de soi, qui passe par exemple par une autonomie, c'est-à-dire au sens étymologique, le fait d'obéir à une loi que l'on se donne à soi-même en tant qu'être de raison, alors celui qui, au nom de sa raison, agit d'une manière telle qu'il sera plus sobre, celui-là limitera ses désirs, enfin en tout cas consommera moins et sera libre. Donc il n'y a pas d'opposition ici entre une limitation ou une modération et puis une liberté effective. J'ai l'impression que le cœur en fait de ce dont on parle, c'est la création d'un consensus démocratique, peut-être que le mot il est bon, et aussi opérationnel. J'ai l'impression que c'est vraiment le cœur de l'enjeu. Vous vouliez ajouter quelque chose, monsieur Frey ? Si le but de cette sobriété, c'est simplement de permettre de ne pas épuiser les ressources naturelles, et si c'est de permettre à l'homme de continuer d'exister dans le monde, une société politique tyrannique, dans laquelle tous les individus seraient soumis à des contraintes telles qu'ils ne puissent plus consommer, avec une espèce de classe dirigeante qui, elle, consommerait sans limite. Une telle société serait très favorable au maintien de l'équilibre de l'environnement et du rapport de l'homme dans son environnement. Donc la question qui se pose, c'est que, oui, mais ce serait injuste. Donc la question de la justice, ici, c'est une question de l'égalité. Pourquoi certains consommeraient et d'autres pas ? D'autre part, dans une société où, à l'inverse, tout le monde consommerait sans limite, tout serait détruit, enfin l'environnement que nous connaissons, enfin tout serait détruit. En tout cas, l'homme ne trouverait plus sa place. Mais la nature, elle continuerait de déployer son être. Donc, si on veut penser ça, cette dimension de sobriété en des termes qui soient justes et qui parlent vraiment de la nature, me semble-t-il, il faut d'abord revenir à une pensée de l'homme et à ce qui fait la légitimité d'une pratique politique, donc la démocratie, et d'autre part, il faut repenser la nature. On évoque beaucoup la nature, les ressources naturelles, etc. Mais il y a quelque chose qui me frappe, c'est qu'on s'en tient à une approche de la nature qui, dans le fond, est celle dont nous parle le scientifique ou le technicien. C'est-à-dire la nature, c'est une quantité de ressources, c'est une réalité mécanique sur laquelle nous agissons. Or, la nature que nous vivons n'est pas du tout la nature dont la science nous parle. Husserl a écrit un très beau livre qui s'appelle « La Terre ne se meut pas ». Alors Husserl, c'est pas un complotiste qui va vous dire que Galilée a tort, hein, c'est pas ça. Hein. Husserl, c'est quelqu'un qui vous dit « La Terre que je vis, c'est une terre qui est telle que lorsque je déploie mon existence, j'ai le sentiment en moi, et chacun le perçoit, d'un point qui est un centre. Quand je me déplace dans le monde, le centre me suit. Je suis au centre d'une certaine manière. Et tous les objets qui se déploient autour de moi, qui sont en mouvement, se déploient relativement à ce centre. Et tout cela n'est que sur un sol qui est perçu comme étant fixe. D'ailleurs, si le sol se met à trembler, ou bien je fais un malaise, ou bien il y a un tremblement de terre, ou bien ça vient de dehors, ou bien ça vient de dedans, mais dans les deux cas, c'est très inquiétant. Donc la terre que je vis, la nature que je vis, ça n'est pas la nature dont parle le scientifique ou le technicien. Et cette nature-là, si nous la détruisons, alors oui, nous portons atteinte
au cœur même de ce qui fait l'existence humaine. Ce qui veut dire que cette question de la sobriété ne peut pas être pensée simplement techniquement, scientifiquement, elle doit être pensée politiquement dans le registre de la démocratie, et elle doit être pensée philosophiquement si l'on veut, ou en tout cas elle doit être pensée dans un rapport à la nature qui n'est pas simplement celui du scientifique ou des techniciens. C'est là peut-être que, par exemple, les artistes ont quelque chose à nous dire de la nature, qui dira plus de la nature que nous devons protéger que le scientifique ou le technicien, sans lequel on n'y arrivera pas, on est bien d'accord, mais qui nous propose un discours sur la nature qui, dans le fond, porte peu sur nos vies. Merci pour votre écoute et à bientôt sur les ondes de Radio Campus Angers. GIEC 27, une émission à retrouver en replay sur le www.radiocampusangers.com et sur toutes vos plateformes de podcast.